Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans votre émission intellectuelle avec un soprano. Mon soprano est mon invité d'aujourd'hui et chef département en économie et gestion à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à Kenitra et spécialiste des questions de marketing territorial et de l'attractivité des territoires. Parmi ses publications, son ouvrage intimement lié à notre thématique d'aujourd'hui, marketing et management des territoires, fondements et pratiques. Monsieur Hassan Azouaoui, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est bon. Merci. Je dirais d'ores et déjà qu'on a l'habitude d'entendre parler du marketing des produits, de marketer un service. Mais un territoire, c'est un peu nouveau. De quoi il s'agit? Qu'est-ce qu'on entend justement par marketing territorial? Et si nous pouvons revenir brièvement sur le contexte de son apparition. Effectivement, le marketing a émergé au début au niveau du monde des entreprises et dans le secteur privé. Mais dans un cadre de la mondialisation qui a comme corollaire une perméabilité des frontières, nous avons assisté à une concurrence non pas seulement entre les entreprises ou entre les produits, mais un nouveau type, je dirais, de concurrence commence à émerger, c'est celui des territoires. Pourquoi? Tout simplement, c'est parce que chaque territoire cherche à drainer, à attirer les investissements, à attirer les capitaux, à attirer des compétences. Et donc, les territoires se sont trouvés dans des situations de concurrence et de compétition, je dirais plutôt de compétition. Alors, une fois le territoire est soumis à la logique du marché, donc tout de suite on fait appel à des techniques ou à des outils ou à des philosophies, je dirais même, qui ont fait leur preuve au niveau du monde professionnel privé pour les acclimater au niveau du territoire ou au niveau du secteur public. Allusion faite, par exemple, aujourd'hui, comme notre sujet d'aujourd'hui, c'est celui du marketing territorial. Marketing territorial, si vous voulez définir, il y a énormément de définitions. Et chaque auteur, chaque chercheur l'attaque d'un angle de vue et par voie de conséquent, il donne une définition bien déterminée. Moi, je vous dirais tout simplement deux petites définitions. La première, c'est que c'est l'ensemble des actions menées par un territoire afin d'attirer les activités qui pourraient avoir un impact positif sur le développement du territoire. Au-delà de ça, moi je dirais même que le marketing territorial, c'est une manière de penser la politique du territoire ou le développement territorial. Et cette manière de penser, il consiste simplement à réfléchir, à décider et à agir, non pas client, mais je dirais toutes les cibles, parce que dans le territoire, il y a plusieurs cibles et non pas une seule, comme dans le cas du monde professionnel et commercial. Certainement, penser client, c'est toujours pas aisé dans le secteur public, parce qu'on a un secteur public, secteur privé, deux logiques complètement différentes. Ils sont différentes, mais ils peuvent avoir la même philosophie. Mais ce n'est pas parce que les variables sont différentes que la philosophie devrait changer. Si dans les entreprises, le marketing il consiste à créer, développer et conserver des marchés, c'est-à-dire des clients, au niveau des territoires aujourd'hui, on cherche à attirer des investissements. On cherche à attirer des entreprises parce que les entreprises, maintenant surtout les multinationales, ils ont une logique un petit peu mondiale et ils peuvent s'installer et décider de localiser leurs entreprises là où il y a des avantages. Dès que les entreprises commencent à chercher des avantages, donc chaque territoire, il cherche à dynamiser, à promouvoir et à valoriser son offre territoriale pour pouvoir les attirer. Donc, très bien. Donc, si j'ai bien compris, il y a vraiment cette mise en exergue de l'identité, de la singularité de chaque territoire. Tout à fait. Et ce qui ressort justement de ce que vous venez de dire, c'est que quelque part, il y a une implication de plusieurs acteurs quand on parle de l'attractivité des territoires. Et vu que vous n'êtes pas seulement un prof universitaire, mais vous êtes aussi un homme de terrain, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a une certaine coordination, et dialogue, articulation entre les acteurs? Vous savez, parmi les objectifs principaux du marketing territorial, c'est une bonne gouvernance locale. Parce que nous avons eu l'occasion de travailler sur ça. Le marketing territorial, il permet
si on essaye de faire un lien entre marketing territorial et la bonne gouvernance locale, généralement, on essaye de voir dans quelle mesure le marketing territorial pourrait améliorer les indicateurs de la bonne gouvernance locale. Parmi les indicateurs de la bonne gouvernance locale, c'est l'approche participative. Via le marketing territorial, on peut utiliser des leviers qui permettent de mobiliser l'ensemble des forces vives au niveau d'un territoire. Parce que si vous ignorez une seule ou un seul acteur, il risque de vous faire fausser tout le jeu. Donc, parmi les piliers de la bonne gouvernance locale, c'est l'approche participative. Et dans la phase numéro 1 de la mise en place de marketing territorial, la phase du diagnostic, si vous n'impliquez pas l'ensemble des forces vives dans le territoire, vous risquez d'avoir des problèmes. D'ailleurs, on a pas mal d'exemples, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Lorsque vous n'impliquez pas l'ensemble des acteurs, un acteur qui ne s'implique pas, ça donne automatiquement des résultats négatifs par la suite. Un deuxième acteur un deuxième objectif qui permet de répondre également aussi à votre question, c'est l'objectif principal de l'attractivité territoire. Seulement ici, l'attractivité déjà, elle est multiple. Ce n'est pas comme dans le cas des entreprises privées. On pourrait chercher à attirer des entreprises, mais on peut chercher aussi à attirer des touristes. Plusieurs entrées. Plusieurs cibles. On peut attirer soit des investisseurs, soit des touristes, soit des résidents, soit même des compétences. Il y a aujourd'hui des territoires, allusion faite à un cas qui vient d'être cité dernièrement comme illustration en France, un territoire, une ville qui cherche à attirer des médecins. Et moi, je me pose la question, est-ce que le ministère de la Santé pourrait mettre en place une offre qui pourrait attirer les médecins vers le monde rural? Parce qu'il en souffre aujourd'hui. Et normalement, c'est des réflexions marketing qui permettraient d'attirer un certain nombre de cibles vers un territoire bien déterminé. Aujourd'hui, où le Maroc, tous les médecins cherchent à se localiser au niveau de l'axe Casa-Rabat. Donc, le ministère pourrait, par exemple, réfléchir à la mise en place d'une offre territoriale permettant d'attirer les médecins ou d'autres compétences vers les territoires, vers l'arrière-pays, je dirais. Certainement, ça c'est un point important. Ça me fait rebondir sur ce lien entre régionalisation avancée et marketing territorial. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez bien sûr, il y a cette orientation politique générale qui réitère la conviction d'un développement territorial, de régionalisation avancée. Donc, si vous pouvez nous expliciter ce lien. Tout à fait. Alors, pour la régionalisation, moi, je dirais que plutôt, il s'inscrit dans un processus de décentralisation qu'on a entamé au Maroc depuis l'indépendance. Mais il a passé par un certain nombre d'étapes. Les étapes les plus importantes, c'est celle de 1976, puis je dirais celle de 2002, parce que dans la charte communale, c'est là où on a cité pour la première fois au Maroc, et je la considère comme étant la première fois officiellement où émerge le concept de marketing territorial, on l'a cité comme étant un des objectifs économiques de la charte communale. La régionalisation avancée qui a été adoptée en 2011, elle a donné lieu à l'apparition aux 12 régions. Maintenant, vous avez 12 régions, c'est-à-dire on a opté un découpage. Vous avez 12 régions. Les 12 régions, elles ne se ressemblent pas. Donc, chaque territoire, on a finalement compris qu'on ne peut pas tout gérer de Rabat, du centre. Et donc, normalement, chaque territoire, chaque région, il devrait être capable de mettre en place, de concevoir ce qu'on appelle aujourd'hui un PDR, un programme de développement régional. Et moi, je dirais la liaison entre marketing territorial et régionalisation avancée, lorsqu'on a mis en place ces PDR, normalement, un PDR pour moi, c'est une manière de définir une vision pour le territoire. Et lorsque vous avez une vision, c'est-à-dire vous savez là où vous voulez aller avec ce territoire, quels sont les secteurs d'activité les plus importants, quel est le positionnement de ce territoire, quels sont les choix stratégiques de ce territoire. À ce moment-là, on pourrait savoir quel type d'investissement attirer. Donc, normalement, les spécialistes de marketing territorial, ils s'impliquent dans l'élaboration de ces diagnostics de telle sorte à faire ressortir les forces et les faiblesses de ce territoire, ainsi que les opportunités qu'il pourrait saisir et les menaces qui peuvent peser sur son développement. Et donc, le marketing territorial, il te permet d'avoir une vision, de définir un positionnement pour rendre le territoire spécifique, parce que j'en ai parlé plusieurs fois,
il se peut que 2 régions au Maroc font de l'agriculture. Mais comme le sol des 2 régions n'est pas le même, ils peuvent se spécialiser dans 2 types d'agriculture différentes. Et par voie de conséquence, nous aurons des régions ou des territoires qui se complètent au lieu de tomber dans ce qu'on appelle en marketing la cannibalisation. Au lieu d'avoir de la concurrence destructive entre les territoires nationaux, chaque territoire pourrait se spécialiser dans des produits en fonction de ses spécificités, et on se complète et le tout va vers la contribution au PIB national. C'est-à-dire via un marketing territorial, on peut avoir une régionalisation avancée réussie? C'est ce que vous voulez dire? Il peut contribuer, mais il peut être un levier très important, mais je ne vous cacherai pas et je ne peux pas vous dire n'importe quoi. Il ne peut pas se suffire à lui-même. Il y a d'autres leviers très importants. Vous avez parlé tout à l'heure de la gouvernance. Maintenant, j'ai un étudiant, un doctorant qui travaille que sur le réseautage, c'est-à-dire la nature de la relation entre les acteurs à l'intérieur d'un territoire et son impact sur l'attractivité territoriale. Si les acteurs n'ont pas la même vision, si les acteurs ne coordonnent pas, Exactement. et c'est ce que nous avons aujourd'hui, dommage, dans pas mal de régions ou dans de territoires ou de villes au niveau national, il y a des illustrations très brûlantes dans ce domaine. Si les acteurs ne se comprennent pas, ne discutent pas, ne communiquent pas, ne définissent pas une vision pour le territoire, ça ne serait pas évident d'aller de développer le territoire. Et les élus, les politiques, c'est un acteur majeur, important, mais il n'y a pas que les politiques. Il y a les services décentralisés, il y a la société civile et il y a le citoyen, qui est très important. Parce que, vous savez, l'apparition du concept gouvernance, au départ, il répondait à une question très importante. Au service de qui œuvre l'entreprise? C'était le gouvernement d'entreprise. C'est-à-dire, si une valeur est créée dans l'entreprise, il devrait être au service de qui? C'était au service de clients, il disait, dans le monde professionnel. Moi, je dirais, dans le monde territorial et public, si une richesse est créée, si une valeur est créée, il devrait être au service, voilà, du résident. On n'attire pas les entreprises pour le plaisir de les attirer. On ne fait pas de la bonne gouvernance pour le plaisir de la faire. Mais l'objectif ultime, c'est le développement local, durable, qui va avoir un impact positif sur la population. Pour en faire profiter aux citoyens. Tout à fait. Ça me fait une très bonne transition parce que là, si on regarde dans les faits, il y a aujourd'hui, si vous voulez, des défis qui font face au développement territorial inclusif. Et là, je pense particulièrement aux inégalités régionales. Quand on voit par exemple les zones montagneuses isolées, ce Maroc oublié, quand on voit qu'il y a des gens que s'ils ne sont pas morts de faim et de froid, ils vivent un véritable calvaire, ça, c'est vraiment, c'est là où le bas blesse. Ben, justement, ma question, c'est qu'à un moment donné, est-ce que, au lieu de mettre en place un développement harmonieux entre territoires, on ne fait que renforcer ou peut-être accentuer ces disparités régionales? Je suis tout à fait raison. Je suis tout à fait d'accord, pardon. 2-3 régions au Maroc, ils s'accaparent presque 60% du PIB national. Aujourd'hui, tout le monde parle de déséquilibre entre les régions. Mais je crois qu'on passe de manière un peu superficielle sur la notion du déséquilibre parce que on ne peut pas l'anéantir. De toute façon, même à l'intérieur de la même région, il y a des déséquilibres. Même à l'intérieur de la même ville, il y a des déséquilibres parce que Mahajariat, ce n'est pas Douar el-Qura. La région de Rabat Salé Kanitra, ce n'est pas Drata Filalt. Drata Filalt, ce n'est pas le Tanger Tétouan. Moi, ma manière de voir les choses, c'est plutôt d'aller vers la nécessité de considérer chaque territoire comme étant spécifique. Et même les territoires qu'on considère aujourd'hui comme pauvres, personnellement, j'en doute. Parce que je crois au fait qu'aucun territoire n'est condamné s'il est capable de mobiliser toutes les compétences et toutes les énergies, toutes les ressources dont il dispose. Le problème aujourd'hui, c'est que
Si un territoire n'est pas maître de ses ressources, si un territoire n'est pas doté de ressources humaines, d'acteurs développeurs capables de faire émerger des choix stratégiques qui permettent de pousser ce territoire vers l'avant, de créer de la richesse, d'attirer des investissements, c'est normal que le territoire soit pauvre. Je suis d'accord que et l'histoire et la géographie ont un rôle, mais je suppose aussi que la population locale, moi je suis de ceux qui endogénisent les problèmes. Si des territoires sont sous-développés, ce n'est pas tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui nous a marginalisés. Ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui nous a rendus sous-développés. Mais nous aussi, on lui a permis et on lui a créé les conditions peut-être pour qu'il fasse de nous ce qu'il veut. Et du coup, moi je me dis que si les acteurs, il y a des territoires qui sont considérés comme pauvres. Le Japon, il n'a pas des ressources naturelles d'un certain nombre de pays dans le monde. Et pourtant, ils ont pu promouvoir ce qu'ils ont, développer ce qu'ils ont, surtout baser le modèle de développement sur ce qu'ils ont de spécifique pour pousser le pays vers l'avant. C'est la même chose au niveau des régions, c'est la même chose au niveau des villes, à condition d'avoir des élus, d'avoir des acteurs développeurs conscients, bien instruits et formés dans le sens des stratégies de développement du territoire. C'est le point névralgique, c'est ça. Tout à fait. Et peut-être au moment où l'État promeut, si vous voulez, l'égalité des chances par territoire sur tous les niveaux. Là, je parle de l'éducation, de la santé, du tourisme, investissement, infrastructure, tous les niveaux. C'est là où on peut parler vraiment, on peut édifier une véritable justice territoriale, si j'ose dire. Tout à fait. L'État, il fait ce qu'il peut. L'État, on est dans un cadre mondialisé et le paradigme, l'idéologie derrière la mondialisation, c'est le libéralisme. Et par définition, le libéralisme incite au désengagement de l'État. Et lorsque l'État se désengage d'un certain nombre de secteurs, c'est-à-dire on ne peut pas vouloir avoir une approche participative et vouloir l'État aujourd'hui. On ne peut pas avoir la décentralisation et la centralisation. On veut de la décentralisation, on veut la liberté, on veut que les gens prennent en charge leur développement et le développement de leur territoire. Ils devraient être en mesure. Donc moi je ne donne pas un point de vue par rapport au désengagement ou à l'engagement de l'État, mais je dis que c'est un fait, c'est un constat aujourd'hui, dans le cadre du libéralisme et de la mondialisation auquel on a adopté, l'État se désengage de plus en plus. Deux. Mais il continue à donner des orientations. C'est sûr. Il existe, il est là, l'électrification du monde rural, par exemple, dont on a parlé tout à l'heure, la scolarisation et tout. Mais moi, je suis de ceux qui prennent beaucoup plus, non pas un engagement massif et quantitatif de l'État, mais plutôt un engagement qualitatif. Oui. Mais lorsque je vous donne les moyens, lorsque on met en place la régionalisation avancée, lorsqu'on élit un conseil régional qui devrait mettre en place des stratégies de développement, et après vous avez à l'intérieur des conseils régionaux, vous avez des gestes inutiles, des disputes, ça pousse à dire que la population ou les élus ne sont pas encore conscients de l'enjeu qu'ils devraient un petit peu surmonter par rapport au développement de la région et au développement des territoires. Et quant au déséquilibre, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas l'anéantir. Mais ce qu'on cherche, c'est que même à l'intérieur de la même région, allusion faite par exemple la région de Ratafilat qui est considérée comme la région la plus pauvre, effectivement on a rassemblé 5 régions. Et les 5 régions, le point commun entre les 5 régions, c'est en fait la pauvreté. Et vous parlez tout à l'heure du marketing territorial et les inégalités. Les inégalités entre les régions, mais les inégalités entre les personnes aussi. Parce que dans notre pays, dommage que la richesse du pays ne profite pas à tout le monde, il ne profite pas à toute la population, mais plutôt on peut dire une loi de Pareto de 20-80. Oui. Et sinon, si
si j'ai bien compris, là, vous êtes plus dans cette vision ou dans cette approche œcuménique, c'est-à-dire qui implique plusieurs acteurs, multiplicité d'acteurs et diversité de dispositifs, au lieu d'être dans cette approche statocentriste qui, si vous voulez, met sur le dos de l'État tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est ça. L'État, il est présent dans tous les territoires. Via les services déconcentrés ou là des services déconcentrés comme je viens de dire. Mais il y a aussi des services décentralisés. Nous avons un conseil régional, vous avez un wali, vous avez des gouverneurs, vous avez des communes, vous avez des conseils provinciaux. Vous savez de quoi on a besoin aujourd'hui? Et là, je l'ai lancé comme défi plusieurs fois dans des amphis, dans des colloques. Je posais une question. Qui peut me dire le nom des 12 présidents de région au niveau national? Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore rencontré une personne qui peut me dire les noms des 12. Et là, le problème, c'est quoi? C'est au niveau du leadership régional. Peut-être vous donner les noms des régions, des 12 régions, mais des présidents des régions. Moi, je pose la question sur les noms des présidents parce que ça démontre une défaillance flagrante. C'est celle du leadership régional. Dans les régions, nous n'avons pas des leaders qui peuvent mener à bien le développement des régions ou le développement des territoires. Qui reste invisible? Qui est parfois invisible et lorsqu'il apparaît, il apparaît avec des catastrophes. On a besoin plutôt de présidents de région qui pourraient incarner un positionnement du territoire, incarner une dynamique, incarner un développement territorial qui peut profiter à la population locale et ne pas profiter et ne pas avoir ce sens de profiter de la rente électorale, de la rente politique et attendre à ce qu'il y ait des soulèvements, soit dans le nord, soit de Jarada, soit de Merzouga. La population, les élus, les acteurs développeurs ont la responsabilité, ont les moyens d'assurer un développement. Ils devraient assumer leurs responsabilités. Voilà. Effectivement. Et si on revient brièvement au niveau du marketing territorial, quels sont les leviers du marketing territorial? Les leviers du marketing territorial ils sont nombreux. Et je vais me limiter à quelques-uns que nous avons soulevés dernièrement, qu'on a intitulé les nouveaux leviers du marketing territorial. Et là, les territoires aujourd'hui, pauvres qu'ils soient, petits qu'ils soient, ils ont des moyens extraordinaires pour pouvoir se faire connaître, développer des images, développer des positionnements. C'est via les réseaux sociaux, c'est via ce qu'on appelle la digitalisation. La digitalisation a permis de décloisonner. D'ailleurs, c'est le problème majeur qu'avaient un certain nombre de territoires au niveau national ou international, c'est qu'ils sont isolés, ils sont cloisonnés. Maintenant, via l'Internet, via la digitalisation, on pourrait faire pas mal de choses, faire connaître, au moins faire connaître si nous avons des causes justes de pauvreté, de sous-développement, de problèmes d'enclavement, nous avons des moyens et des médias pour pouvoir faire connaître nos causes. Nous avons le réseautage, et le réseautage c'est un autre levier très important parce que ça permet de développer des réseaux, des relations, la coopération décentralisée pour pouvoir ouvrir un territoire et au niveau intra-territoire et inter-territoire. Intra-territoire, c'est-à-dire l'ensemble des acteurs, que ce soit les entreprises, les élus, les services décentralisés, déconcentrés, la société civile, pour pouvoir travailler ensemble afin de promouvoir et de dynamiser le territoire, mais aussi inter-territoire, c'est-à-dire entre le territoire et d'autres territoires, que ce soit au niveau national et au niveau international. D'autres leviers, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le branding ou la marque des territoires, mais attention, puisque je l'ai dit et je le répète encore une fois, la marque territoriale, c'est un outil parce qu'il est devenu à la mode. Et j'en connais, mais je ne veux pas tirer sur qui que ce soit. Nous avons des territoires aujourd'hui qui n'ont pas de stratégie, qui n'ont pas de PDR et qui ont des marques territoriales. Pour nous, en marketing territorial, ce sont des erreurs. Ce sont des erreurs des personnes qui n'ont pas les ABC de la stratégie et du management des territoires parce qu'on ne met jamais un outil avant la stratégie. Parce que la marque, c'est un outil qui devrait véhiculer les valeurs et le projet et la vision qu'il a le territoire. Donc ce n'est qu'un outil et on le crée une fois nous avons
toute cette vision. Nous avons une vision. D'ailleurs, on a rencontré quelques présidents de région et ils nous disent comment est-ce que c'est possible de ramener des investisseurs, faites de votre possible de ramener des investisseurs. Et lorsqu'on leur demande quels sont les types d'investissements dont vous avez besoin, ils ne le savent pas. Ils veulent des investisseurs, ils savent pas. Parce qu'il veut des investissements, tout simplement, parce qu'une fois qu'elle ramène un investisseur tel qu'elle soit, pour lui, il va se dire qu'il a fait quelque chose et il fait de sa propaganda. Alors que pour nous, ce qui nous intéresse, c'est le développement du territoire qui devrait avoir une vision. Et donc, en fonction, exemple, de la Tafilat, moi j'ai toujours proposé de jouer sur le mot responsable et du durable. Parce qu'ils ont la station Nord, ils ont les oasis, ils ont les ressources minières, et tout ça, c'est des ressources un peu, soit de l'énergie renouvelable, soit des produits de terroir, soit des paysages, soit des richesses naturelles. Et donc, si tu te bases, même le tourisme, je propose que ce soit un tourisme responsable. Au lieu de défigurer le territoire et de le rendre comme urbain et comme Casa, Rabat ou Paris ou quelque chose comme ça, il vaut mieux le laisser tel qu'il est et de développer des activités touristiques dans ce sens-là. Donc après, vous pouvez créer une marque qui pourrait emporter ces valeurs et pour pouvoir les communiquer à la communauté internationale. Et on aura la possibilité de se faire connaître facilement. Par contre, lorsque tu cherches à être comme tout le monde, tu serais n'importe qui. Et si, devant tout ce qu'on vient de dire, une question qui se pose et qui s'impose aussi, est-ce qu'on a aujourd'hui des spécialistes en marketing territorial au Maroc ? Parce que, excusez-moi, parce que vous le saurez mieux que moi, il y a des projets territoriaux, il y a des plans de développement régional, carrément, qui sont délégués entièrement à des cabinets de consulting étrangers. Tout à fait. Ça ne pose pas de problème en soi, mais qui dit marketing territorial dit quand même une certaine connaissance approfondie du territoire. Une connaissance approfondie d'abord du marketing territorial. Certainement. Et une fois que vous connaissez le marketing territorial, vous aurez l'occasion peut-être, une fois que vous approchez un territoire, de mettre en place un petit peu la démarche adaptée et la méthodologie adaptée pour chaque territoire. Le problème aujourd'hui, effectivement, au niveau national, à ma connaissance, parce que j'ai commencé mes recherches dans ce domaine depuis 2005, à ma connaissance, il n'y a pas un master spécialisé en marketing territorial. Mais il y a plutôt des prémices de l'émergence du marketing territorial. Je l'ai intégré moi-même dans mon master à la faculté de Kinitra. Il y a un module, que des modules. Un module peut-être aussi un module dans une autre école à Casablanca, mais à part ça, il n'y en a pas. Pourquoi on l'intègre pas ? Je reviendrai à votre question, pourquoi ce qui est bizarre, et la question à laquelle je n'ai pas d'éléments de réponse, c'est que lorsqu'on a besoin d'un spécialiste de marketing territorial, on le trouve facilement. C'est tout le monde qui devient un spécialiste ? Oui, parce qu'il y a énormément de personnes qui peuvent surfer sur les vagues, sur les problématiques d'actualité. Mais non, pourquoi on n'a pas encore créé des spécialités marketing territorial ? À mon sens, c'est du marketing quoi. Pour créer un produit, pour créer un service, pour créer une formation, il faut qu'il y ait des débouchés. Non, et les débouchés aujourd'hui, quelle est la collectivité territoriale, quelle est la collectivité locale qui a déjà demandé pour le recrutement d'un poste en marketing territorial? Il n'y en a pas. Donc, si vous créez une spécialité aujourd'hui, j'en suis conscient, mais si vous le créez aujourd'hui, vous allez produire des chômeurs. Donc, on se dit, on va donner le temps au temps. Une fois les collectivités territoriales décident, que ce soit les communes, que ce soit les conseils provinciaux, que ce soit les provinces, que ce soit les conseils régionaux, les régions, une fois qu'ils décident d'avoir des postes dans leur organigramme, des postes spécialisés en marketing et communication territoriale, à ce moment-là, ça serait bien de créer. Mais le créer aujourd'hui, ça va être dans le sens de l'anticipation, mais on risque de créer des profils et des compétences qui auraient des difficultés à trouver de la place sur le marché du travail. Encore des efforts et des efforts à fournir dans ce sens de prise de conscience, si vous voulez, de l'utilité
de travailler l'attractivité des territoires aujourd'hui et de tout territoire confondu. Tous les territoires sans distinction. De toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le Puisqu'on choix. a dit tout à l'heure qu'on est dans le cadre de la mondialisation, nos territoires ils ne sont pas seulement en concurrence entre eux, en compétition entre eux, mais ils sont en concurrence avec les territoires qui sont un petit peu partout dans le monde. Absolument. Une entreprise qui veut s'installer aujourd'hui, il va choisir soit Kenitra, soit Tanger, soit Johannesburg, soit Alger, Et donc nos territoires ils n'ont pas le choix, effectivement, comme vous avez dit. Exactement. Notre échange touche à sa fin. Si Hassan Azouaoui, merci pour cet entretien hautement instructif et fructueux. C'est moi. Merci. Quant à vous, chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous très prochainement avec un autre soprano, toujours sur Luzin TV.